Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pendant toute sa préhistoire, ce monde du numérique est largement lié à l'histoire de la technologie informatique, celle du calcul de l'information. Mais dès lors qu'il croise l'univers de l'image, il se passe quelque chose, à la fois du côté de ce monde, du côté de ce qu'il fait et de la manière dont il le fait. Quelque chose d'autre s'inaugure. Alain Renaud. Attention, ne bougeons plus. Longtemps cette phrase a scandé la construction du portrait photographique. Où le temps de pause permettait à la pose de prendre place, d'inscrire le corps du sujet photographié dans une posture, de construire la fiction de la photographie. L'image numérique et son corollaire de données associées s'inscrit dans une logique nouvelle, une logique du positionnement. Là où le portrait consacrait une esthétique et une logique de la pose, il semblerait que l'image numérisée du visage soit à envisager avant tout comme dépendante d'une esthétique et d'une logique du positionnement. Nous avons choisi de réfléchir ici sur les enjeux de la maîtrise du visage, dans le portrait photographique, à partir de la question de la numérisation de l'image. Il semble en effet que cette technologie de traitement et de diffusion de l'image photographique modifie notre rapport de spectateur au visage photographié, et engendre également de nouvelles pratiques sociales et politiques à partir de cette nature numérique de l'image. Ce déplacement des edges du portrait permettrait, c'est ce que nous allons étudier ici, la mise en place d'une politique et d'une économie, de l'image du visage prise comme clé d'identification automatisée et à distance de l'individu, déplacement qu'il semble essentiel de questionner. Cette réflexion sur l'image numérisée du visage a été abordée à partir de la double acception de la technique proposée par Edmond Couchot dans son ouvrage La technologie dans l'art, comme relevant à la fois d'un mode de production mais également d'un mode de perception. Notre approche se fera à partir des œuvres, à partir des photographies donc, dans le cadre d'une réflexion esthétique sur les images. L'esthétique sera ici envisagée dans sa dimension d'étude des relations qu'entretient l'art avec la société, tout en essayant d'éclairer les enjeux éthiques et politiques de ce regard contemporain. Elle se déploiera alors également dans une étude attentive et critique des usages et des visées qui reformulent les utilisations de cette image numérisée du visage. Le développement de notre étude sur ces questions que pose l'image numérisée du visage nous a conduit peu à peu à envisager un retrait de l'attention portée sur le portrait lui-même, sur la pose, sur l'incarnation sociale qu'elle peut traduire, ou bien sur la mise en scène qui va construire l'apparition du visage au profit d'une focalisation des technologies et des usages sur le seul visage. Cependant, lorsque nous évoquons dans le premier temps de cet ouvrage une créature digitale, nous entendons encore évoquer une construction relevant de l'art du portrait. La créature digitale représente cette construction du portrait photographique, mais une construction qui rejoue et déjoue la photographie par un déploiement dans le temps du post-traitement d'une ouverture du visage photographié à l'hybridation numérique, d'une transfiguration remodelant la trace photographique en un nouveau jeu d'apparence. Portrait donc, mais qui déjà attire vers le visage photographié toutes les attentions, qui déjà installe le visage au cœur du projet artistique, territoire pouvant être restructuré, remodelé, territoire dont l'apparence peut totalement se transformer et se dévoiler sous les traits d'un nouvel être, dans un jeu nouveau. Le visage, objet de toutes les attentions, des meilleurs traitements, devient également l'objet de toutes les sollicitations, de tous les intérêts, objet de reconnaissance. La pose, l'attitude, la construction disparaissent alors peu à peu de l'avant-scène de l'image. Le visage seul, capté, se trouve enrôlé dans un processus d'identification, de positionnement de l'individu reconnu. La première entrée pour cette recherche se fera par l'entremise des questions posées sur le portrait photographique, à partir donc de la production des images du visage. L'ouverture du portrait à la transfiguration, où nous nous attacherons à partir de quelques exemples significatifs, à réfléchir sur le visage se présentant à nous sous forme photographique mais ayant été dans le temps du laboratoire, retravaillé, rejoué, transfiguré et nous donnant à voir une autre chose que l'image du modèle, ou des modèles, qui posèrent devant l'objectif. Cette transfiguration pourra aboutir, nous le verrons, à la création d'un portrait sans visage, d'un portrait numérique entendu comme prévision, comme projection d'un visage potentiel, image non plus tournée vers la célébration d'un passé définitivement révolu mais projetée en une hypothèse formulée visuellement.
Le second temps de cette recherche sera celui d'une réflexion sur la perception automatique du visage dans l'image numérique. Il s'agira ici d'envisager la portée du développement de fonctionnalités d'analyse automatique de l'image, dont l'utilisation se généralise pour le grand public, mais qui est aussi et surtout un moyen de contrôler à distance l'identité des sujets ciblés. Si pour le grand public cette technologie est déployée essentiellement pour l'organisation de l'archivage, elle peut également être utilisée pour des recherches d'images de visage. En quoi la numérisation de l'image pourrait alors modifier notre rapport au portrait, à l'image du visage de l'autre? L'image sera entendue ici à partir de sa nature numérique même, c'est-à-dire stockée comme donnée numérique dans une base de données, captée dans un flux continu, vidéo, ou encore diffusée sur un réseau et soumise à une requête, à une recherche, à des applications de détection et de reconnaissance automatisées. Détection et reconnaissance, dévisagement de l'individu par l'identification et le contrôle à distance. Afin que les systèmes de détection et de reconnaissance soient opérationnels, il doit leur être fourni des images parfaitement lisibles et normées. Ainsi le corps est soumis à la contrainte d'une pose réglée, millimétrée pour que le visage puisse être appris par les systèmes de détection et de reconnaissance. Le portrait d'identité contemporain aboutit à une aliénation de l'individu. Son corps une fois mis en règle et enregistré pourra être contrôlé à distance, à son insu, sans le consentement du citoyen ciblé par l'objectif. Vers une fin du consentement à l'image, vers une fin de l'anonymat? Dès lors que des applications informatiques sont en mesure d'analyser les images, de les lire et d'y détecter un visage, il suffit que ce visage soit enregistré et nommé, identifié, pour qu'aux prochaines occurrences, les applications de détection et de reconnaissance automatisées soient capables de le détecter et de l'identifier. Il en va de même, nous le verrons, pour les utilisations ludiques des fonctionnalités de recherche sur le réseau Internet ou bien au sein d'une application de gestion d'images. Une fois marqué, le visage pourra être identifié à chaque détection dans l'image. À cette identification précise pourront alors être associées d'autres images de cette personne sans lien avec la pose ou le sens de l'image initiale. Deleuze et Guattari nous indiquent l'ouverture nécessaire de notre interrogation aux relations tissées entre outils et société, lors d'une réflexion impliquant la technologie et les outils qu'elle génère. La technologie a tort de considérer les outils pour eux-mêmes. Ceux-ci n'existent que par rapport aux mélanges qu'ils rendent possibles ou qui les rendent possibles. Les outils ne sont pas séparables des symbioses ou alliages qui définissent un agencement machinique, nature-société. Ils présupposent une machine sociale qui les sélectionne et les prend dans son phylum. Une société se définit par ses alliages et non par ses outils. Ces mélanges rendus possibles par la numérisation de l'image du visage sont donc à étudier notamment relativement aux usages liés à cette image, et ceux-ci se développent également par le biais d'applications destinées aux utilisateurs d'outils numériques de prise de vue, d'archivage et de diffusion d'images. Les portraits photographiques numérisés et diffusés ainsi mis en relation automatiquement par une requête informatique semblent initier une nouvelle approche, un nouveau contexte de réception de l'image du visage de l'autre. Il semblerait que poursuivi dans ce sens, cette logique d'identification systématique aboutisse à une disparition de la photographie d'anonyme, les portraits diffusés de tout un chacun pouvant être nommés à leur insu, leurs images potentiellement regroupées sans action particulière de leur part. Sur le réseau informatique, l'universel du portrait anonyme laisse place peu à peu à des groupes de portraits sélectionnés à partir des personnes présentes dans l'image, logique de la désignation de l'individu, de son identification. Traçabilité des images, données collectées et constituées en fichiers, accessibles à partir de la photographie du visage analysée par l'application adéquate. Possible fin du portrait unique, du portrait anonyme, de la photographie du visage regardée dans son isolement au profit de la constitution d'un parcours de vie en images, d'une multitude d'images relatives à un sujet recherché, sorte d'album sans localisation mais se constituant par les images diffusées puis reliées entre elles, accessible à tous par le biais d'une requête informatique sur le réseau. L'image numérisée semble dès lors rebattre les cartes du jeu photographique auquel nous étions accoutumés. Non seulement apparaissent de nouvelles images, mais également et plus problématiquement peut-être,
ce ne semble plus tant être le regard qui est convoqué pour accueillir le visage de l'autre que le programme informatique qui va lire, décoder et identifier à la place du regard. Qui va dire par la constitution d'une somme d'images, de toutes les images disponibles, ce qu'il en est de chacun d'entre nous, de nos apparitions imagées et diffusées. Premier moment, de la transfiguration à la prévision. Créature digitale, nouvelle construction du portrait photographique, construction qui rejoue et déjoue la photographie, l'image réalisée à la prise de vue par un déploiement dans le temps du post-traitement d'une ouverture du visage photographié à l'hybridation numérique, d'une transfiguration remodelant la trace photographique en un nouveau jeu d'apparence. Le post-traitement photographique, suivant le terme post-production employé en cinéma, révèle la fusion qui s'opère par l'intermédiaire de l'informatique entre toutes les méthodes de production d'images, la photographie ne devenant pas numérique mais étant une des possibilités de l'image numérique. Le moment photographique du portrait évolue au gré des modifications technologiques apportées aux appareils. Le rapport entre photographe et sujet photographié peut se distendre, les images de visage se multiplier et être diffusées par le biais du réseau Internet. La question de la diffusion des images numérisées du visage nous amène à réfléchir sur une étape relevant de la production des images, une étape photographique pour laquelle François Soulage utilise le terme d'inachevable. La prise de vue effectuée, vient maintenant le temps du devenir du fichier image. Que cela soit simplement son téléchargement et son classement dans la mémoire de l'ordinateur, son envoi par le courrier électronique, ou bien encore sa publication immédiate sur les réseaux sociaux par le biais d'un téléphone, l'image numérisée est labile, stockée sur des supports mémoire ou en circulation. Cette image est, comme l'était l'image argentique, une image ouverte au traitement, aux transformations, aux retouches, aux modulations. Nous allons aborder dans ce premier chapitre la question du visage dans la photographie numérique, à partir du postulat de sa transfiguration par l'intermédiaire du post-traitement numérique. La modification du visage photographié n'a pas attendu la photographie numérique, que cela soit par l'intermédiaire de la retouche ou bien du maquillage, du déguisement, le sujet des portraits a su se faufiler devant ce regard semblant objectif en utilisant de nombreux masques. Ce qui apparaît peut-être aujourd'hui avec la technologie numérique de traitement de l'image, c'est une capacité augmentée de cette dissimulation à se dissimuler elle-même au regard du spectateur. Le masque se fait plus fin. L'image numérique a également permis à des techniques anciennes comme le portrait composite, de se trouver réactualisées et de bénéficier justement de nouveaux outils logiciels permettant de dissimuler les scories des manipulations techniques. L'image numérique a pu bénéficier de l'augmentation des capacités de calcul des ordinateurs pour offrir de nouvelles apparitions, et la technique du morphing en est un bon exemple. Mais ce qui nous semble intéressant dans cette approche de ce moment du post-traitement, c'est de regarder l'image là où elle semble presque ne rien nous dire de plus qu'un classique portrait photographique, nous suggérant un imaginaire relié à la personne qui s'est arrêtée, a pris la pause quelques instants pour le photographe et semble nous dévisager. Chapitre 1 Le composite numérique, Nancy Burson. Quelques 100 ans après la fin des expérimentations sur les composites photographiques, une nouvelle technologie de traitement de l'image va offrir un terrain d'expérimentation propice au retour des composites, du travail des images photographiques par agrégation. Ce retour s'opère dans le champ de la création artistique, et non plus comme alibi illustratif de théories physiognomonistes. L'artiste américaine Nancy Burson utilisa la première le traitement de la photographie par ordinateur afin de travailler des composites de plusieurs portraits. En 1976 que son projet de modification numérique de l'image est accepté par le MIT, Burson se voit alors adjoindre un ingénieur, Thomas Schneider, pour l'aider dans ses recherches. Mais c'est au tout début des années 80 qu'elle va réaliser ses premiers composites, alors que la technologie informatique commence tout juste à être en mesure de traiter graphiquement l'image d'un visage. Le composite comme technique photographique n'a pas disparu avec l'apparition de la technologie numérique, et nous tenterons de percevoir au travers de ces deux utilisations dans le champ de l'art que nous étudierons, comment ils questionnent le rapport à l'autre tant cette question fut problématique avec les précédentes utilisations de Francis Galton, Albert Batu ou encore Cesare Lombroso.
Nous tentons de saisir non pas simplement la réapparition d'une technique dans un autre temps, mais comment cette technique s'est déplacée du champ scientifique au champ artistique et comment elle interroge notre rapport à l'autre. Nous allons aborder ici les œuvres que Burson a intitulées « Composites ». Nous étudierons ensuite son travail essentiel sur les Aget-portraits ou portraits vieillis, travail essentiel en ce qu'il fut pionnier dans les pratiques de transformation de l'image par le biais de l'outil informatique et que l'on appelle aujourd'hui communément retouche. Ce qui est sans doute important pour comprendre la démarche de Nancy Burson, c'est de voir comment s'intègre à sa création artistique à partir des années 70, la notion de modification. Notion qui frappa Burson dans son expérimentation. L'exposition qui s'est tenue au MoMA entre 1968 et 1969, The Machine, A Scene at the End of the Industrial Age, et des œuvres présentées par le groupe EAT se modifiant avec la présence du spectateur. Si les composites ne sont pas amenés à se modifier en présence du spectateur, c'est une technique qui intègre comme principe essentiel l'agrégation et la modification des images intégrées dans la composition. Parmi le grand nombre de composites réalisés par Burson, nous nous arrêterons ici sur 3 d'entre eux pris à différentes périodes de la pratique artistique de Burson. Nous verrons tout d'abord une œuvre intitulée Androgynie et datant de 1982. Nous nous arrêterons ensuite une œuvre extraite de la série Untitled de 1988 à 89, puis enfin sur A With She, œuvre de 1996. Androgynie est réalisée en 1982, soit un peu plus de 100 ans après les premiers travaux de Galton ou Batu. Il est important de rappeler ici avec André Guntert que le rôle de l'analogie historique n'est pas de postuler l'identité de 2 périodes, mais plutôt de faire apparaître la signification d'un événement contemporain par la mobilisation d'un point de comparaison historique. Il sera essentiel de lire les éventuels croisements que nous allons pointer non comme des répétitions à l'identique, des analogies, mais comme la possibilité qui nous est donnée de faire apparaître des significations au sein de la pratique contemporaine étudiée. Burson elle-même d'ailleurs dans l'ouvrage qu'elle écrit en 1986 avec Richard Carling et David Kramlich, Composite. Computer Generated Portrait, fait référence aux travaux de Galton sur les composites. Sa pratique et sa problématisation de cette technique sont donc éclairées du regard qu'elle a pu porter sur l'idéologie qui présidait aux réalisations de Galton. Et le composite que nous avons choisi d'étudier joue précisément à l'encontre de ce que tentait de mettre en place Galton, à savoir une typologie ressortant de l'utilisation des composites photographiques à partir de l'étude des morphologies dominantes de chaque type étudié. Androgynie se réfère à l'inverse de ce que recherchaient ses prédécesseurs, non pas à l'assurance de découvrir un visage type, mais bien au contraire à la mise en évidence d'une impossibilité de distinction entre 2 genres, masculin et féminin. Ce portrait composite combine 6 portraits de femmes et 6 portraits d'hommes. Le résultat donne l'apparition d'un visage dont on ne peut dire s'il est de genre masculin ou féminin. Burson prend là le contre-pied des présupposés de Galton. Elle indique par le choix de cette combinaison l'impossibilité même de l'entreprise, sa faiblesse scientifique aussi bien que sa fragilité théorique. Si elle reprend le principe technique pour réaliser son composite, c'est-à-dire qu'elle donne la même valeur de densité à chaque image du composite, le résultat, par le choix même du sujet d'étude, offre non pas une assurance mais bien au contraire une fragilité au type même des genres masculins et féminins. On peut même dire que ce montage opère une destruction symbolique des théories de Galton, tant il en illustre l'exacte contradiction. Le visage qui nous apparaît dans une légère brume nouvelle, plus diffuse, faite de pixels n'est plus le visage d'un type mais un visage d'hétérogénéité. La technologie numérique semble au premier abord ne pas modifier le jeu de ce type de création. De l'agrégat à l'image d'un visage. Les composites de Nancy Burson fonctionnent par dissolution des singularités. Ils agrègent les traits majeurs et font disparaître les détails de chaque visage, mais le traitement de l'image par le biais de l'ordinateur permet de dégager le visage de la présence fantomatique des contours ne se superposant pas avec les autres portraits agrégés. Intégrant le champ de l'art, cette pratique du composite se trouve débarrassée des intentions qui en alourdissaient la perspective. Androgynie, c'est un visage. Plus de corps, plus de pose, de mains tenant un veston ou croisées sur une robe, le portrait se réduit au visage. Et ce visage est tout d'abord un visage moyen,
la résultante de la superposition de 12 visages. À cette première étape d'agrégation, le processus du composite numérique ne se distingue pas de celui opéré par Francis Galton ou Albert Battu. C'est à l'étape suivante que s'opère à la fois un changement sur la forme et un changement sur le fond, sur l'intention qui détermine le travail artistique. Avec androgynie, le visage androgyne s'extrait de la composition, laissant les détails confus des surimpressions se disperser au pourtour du visage. Et déjà la même année, dans ces deux composites parmi les plus connus, First Beauty Composite, avec les portraits de Bette Davis, Audrey Hepburn, Grace Kelly, Sophia Loren, Marilyn Monroe, et Second Beauty Composite, avec les portraits de Jane Fonda, Jacqueline Bisset, Diane Keaton, Brooke Shields, Meryl Streep, cette gangue de résidus photographiques disparaît pour ne laisser paraître qu'un visage. À ce moment, le composite numérique dépasse son prédécesseur argentique en ce qu'il nous donne à voir non plus un agrégat reconnaissable de portraits surimpressionnés, mais bien un visage autonome qui se laisse circonscrire dans l'unité de sa présence, sans signe visuel, sans rappel à la composition, véritable simulacre de portrait photographique et non plus simplement prouesse d'une construction technique réalisant un semblant de visage. Cette modification de la forme caractéristique qui était celle du composite photographique, à savoir l'apparition d'un visage diaphane avec un corollaire de traces photographiques des corps ayant posé devant l'objectif et se trouvant ensevelis dans l'épaisseur des surimpressions réalisant l'œuvre finale, opère une rupture dans la perception du visage qui nous est présenté. Les composites de Galton ou Battu se laissaient comprendre comme des propositions techniques de lecture du visage. Ici, la forme nouvelle traduit un retour du composite dans le champ artistique. La volonté de Burson après l'obtention de ce visage moyen est d'opérer une modification sur cet agrégat, afin de lui donner une forme plastique se rapprochant au plus près du portrait photographique. Burson se trouve dans une toute autre perspective et va dépasser la simple surimpression pour travailler cette forme agrégée qui n'est pour elle qu'intermédiaire. À partir de ce moment apparaît une seconde étape dans le processus de création des composites numériques. L'artiste fixe un certain nombre d'éléments principaux autour desquels elle va constituer le portrait final. Ayant déterminé ces éléments principaux, elle réalise une matrice sous forme de grille définissant la structure finale du composite, et cette grille va maintenant servir de modèle pour conformer chaque portrait photographique. Une fois conformée, chaque photographie est combinée avec une plus grande précision dans l'image finale. Dès lors, ce réajustement de l'ensemble composé s'éloigne du territoire probabiliste pour se poser comme construction artistique. La construction que Burson réalise dans la seconde étape de son travail déplace donc définitivement le composite du territoire dans lequel il avait été enfermé par les expérimentations de Battu ou Galton vers le territoire à nouveau de la photographie construite par un positionnement artistique. Mais dans le même temps où cette proposition s'échappe de la sphère de la technique mise au service de la science, l'œuvre se donne comme réalisation d'une image à effet photographique, le procédé technique disparaissant derrière la transfiguration opérée par l'intermédiaire du traitement numérique du processus de montage. La transfiguration, c'est l'écart sensible qui se glisse entre le spectateur et l'image d'un portrait numérique jouant sur les codes réalistiques de la photographie, acte d'hybridation entre un portrait photographique et des données numériques dont la reformulation va aboutir à l'apparition d'une créature digitale. Le simulacre se révèle ici, ou plutôt se dissimule, en ce que le visage réalisé ne donne plus de prise à la perception par le spectateur du montage réalisé. Si le composite travaille le visage dans l'épaisseur des surimpressions, cette épaisseur est réduite par le traitement informatique à l'image plate et lisse d'une photographie, comme toute photographie en son essence même, sans épaisseur. Là où le processus se donnait à voir comme superposition de couches séparées dans le composite argentique, le traitement informatique de l'image permet de redonner au montage l'aspect unifié d'un portrait photographique. Les composites de Burson fonctionnent par addition, tout comme leurs prédécesseurs, mais le résultat de cette addition est fondu dans un ensemble unifié. Comme la transfiguration des créatures digitales, l'opération est de l'ordre d'une agrégation des passés réalisant une image composite, préfiguration des créatures digitales qui ne cesseront de repousser la trace photographique hors du champ de l'œuvre en combinant, en hybridant l'image au calcul et aux générations de données informatiques. Les composites numériques répètent donc dans un premier temps le principe de proportionnalité du processus ancien,
avant d'être déplacé dans un second temps vers la création d'un nouveau visage. Il semble donc que le composite numérique soit aux prises avec deux formes, si ce n'est antagoniste tout du moins nouvellement associé à cette pratique photographique, dans un premier temps opérant une action de dissolution des particularités puis dans un second temps passant de la dissolution à la projection du montage vers la réalisation d'un nouveau visage autonome. Et c'est sans doute cette autonomie de la création par rapport aux matériaux d'origine qui fait la principale différence d'avec la pratique ancienne. Ici la photographie n'est plus un but, une finalité devant prouver, valider une théorie, mais elle est simplement une étape dans la réalisation d'un processus de création d'un nouveau visage se trouvant déployé à partir du composite. Inversant le processus mis en place par Galton, Burson fait donc de l'image finale non pas un visage emblème mais un visage simulé, reprenant les codes photographiques, questionnant l'apparence et ne prétendant plus révéler une vérité. Au lieu de rechercher des invariants, de ramener le divers au même, elle fabrique du nouveau. Là où les obsessions identitaires tendent à faire refluer l'autre sur des traits communs identifiés, elle, au contraire, fabrique de l'étranger, de l'autre, nous dit Régis Durand. C'est en cela que le travail de Burson est paradoxalement peut-être précurseur. Il s'appuie sur une technique passée et en détourne l'objectif grâce à l'utilisation d'une technique nouvelle. Partant d'une image faite de passé, elle ne l'utilise plus dans le but de décrire une forme paradigmatique qui serait le signe constitutif d'une déviance, d'une pathologie, mais elle entraîne ce nouveau visage vers autre chose, une projection autonome, nouvelle figure questionnant notre rapport au visage et non plus stigmatisant un faciès. Sans doute est-il intéressant de noter la confrontation qui se joue à distance en ce début des années 80, entre la réalisation de ces premières créatures digitales par Nancy Burson, et la construction d'une théorie de la photographie basée sur le lien qui existerait entre l'objet photographié et sa photographie, lien introduit par Suzanne Sontag dans son ouvrage sur la photographie 1977, édité en France en 1982. C'est en effet alors qu'est édité en France La Chambre claire de Roland Barthes, livre qui fonde le rapport indiciel comme rapport premier entre la photographie et l'objet photographié, que Burson développe ses deux premiers axes de recherche, le vieillissement des portraits par l'intermédiaire du calcul numérique et la création de composites mêlant plusieurs visages par le biais du traitement informatique de l'image. Ainsi, au moment même où se développe l'idée d'un lien essentiel entre un objet et la photographie de cet objet, le rapport entre le visage photographié et le portrait photographique est travaillé et modifié par l'intermédiaire du calcul numérique. Or, comme nous le rappelle très justement Durand, avec le travail de création numérique de Burson, on est très éloigné de la prégnance barthésienne. Dans la photographie, je ne puis jamais nier que la chose a été là, nous disait Roland Barthes, la question semble se poser maintenant sous un jour nouveau, car la chose est là, mais pas la même chose. Il y a donc rupture de ce lien qui unissait selon Barthes la photographie à l'objet. Il s'avère cependant que la question de l'image numérisée du visage ne semble pas pouvoir se régler de manière si définitive, et si ce premier moment de notre étude consacre cette rupture sur le sujet précis du visage numérisé, nous verrons dans le second moment de notre recherche que toute une construction s'emploie, au contraire, à tisser technologiquement à nouveau ce lien entre ce qui serait l'objet visage et l'image qui en est réalisée. Bien avant les portraits de Désiré Dolleron ou bien encore les créatures d'Inès van Lamsverd ou de Kees Cottingham, Burson ouvre la voie d'une hybridation qui va entraîner la photographie dans l'exploration de nouveaux territoires, une exploration qui va permettre justement à la photographie de s'éloigner encore davantage du mythe, du fardeau, de la reproduction directe du réel. Il n'est pas question de dire ici que cette ouverture est la première, Bayard par la mise en scène ou Le Gray par la combinaison de négatifs au tirage ont bien entendu depuis les premiers temps déjà pointé ce décalage essentiel. Seulement il nous semble que cette pratique, en jouant sur la transgression d'un héritage, participe de cette conflagration salvatrice dont la photographie peut constituer le cadre. Par le jeu de séduction de l'image retravaillée, le processus échappe à sa finalité première de témoignage et engage notre regard sur le visage de cet autre de manière tout à fait nouvelle, sur un rythme oscillant comme si nous contemplions ce que Breton appelait de ses vœux dans son livre L'amour fou, une beauté convulsive, explosante fixe. Androgynie joue sur la fabrication d'un nouveau visage et la disparition des signes photographiques liés à la technique des composites,
confrontant ainsi le regard du spectateur à un visage perceptible comme photographique, c'est-à-dire l'engageant dans un rapport de rencontre, impossible mais imagé, avec un sujet ayant dû se trouver là. L'artiste joue sur l'ambiguïté créée par une image mêlant traces photographiques et hybridation numérique. L'ensemble du composite reste cependant dans la veine des visages photographiques et se présente comme un décalage possiblement réaliste. Le second travail de Burson que nous souhaiterions aborder joue au contraire non plus sur une impression de ressemblance, mais bien plutôt sur l'expression criante d'une dissonance dans l'image. L'œuvre à partir de laquelle nous allons poursuivre notre exploration des composites numériques de Burson est issue d'une série de composites intitulée Untitled et réalisée entre 1988 et 1989. Il s'agit dans cette série pour Burson, non plus d'agréger des visages pour construire une image autonome et unifiée, mais de créer au contraire l'image d'un visage déformé, dont la structure va heurter le regard du spectateur, dans le but toujours de le faire réagir à cet autre qui surgit face à lui. Le visage monstrueux. Dans une tentative de comprendre et d'expliquer ce que nous voyons, nous songeons au maquillage du modèle comme à un maquillage de cinéma mettant à distance le sujet photographié, jeu lui permettant de prendre l'apparence d'un autre. Burson joue dans cette nouvelle série sur un questionnement opposé à celui de ses premiers composites. Elle cherche ici non pas à unifier, à rendre un visage harmonieux et plausible mais au contraire à provoquer le spectateur, à le confronter à l'image de la difformité, de l'infirmité serions-nous tentés de dire en nous rappelant au regard de ce visage le film Elephant Man, 1980 de David Lynch. Prenant le contre-pied de l'image d'un visage aux traits reconnaissables par le spectateur, elle nous offre une série faite de monstres au crâne difforme, au visage horrifiant. Régis Durand souligne très justement ce changement radical que Burson opère dans cette série. C'est avec ces monstres que la rupture est la plus nette par le mélange de traits humains et d'éléments non humains. Ces choses sont des autres quelque peu inquiétants. Ils nous regardent et attendent de nous un regard en échange, un regard qui consacre leur existence imaginaire. Ce visage que nous regardons, qui se tient devant nous, nous ne pouvons l'accepter comme cet ayant été là. Il y a forcément un jeu, ça a été joué, mais nous ne nous faisons pas avoir, l'effet est trop perceptible pour nous laisser croire en cette rencontre à laquelle la photographie nous avait habitués. Burson joue ici explicitement à provoquer la réaction du spectateur. Elle construit son image afin de donner corps à un visage non plus retouché afin d'effacer ce qui serait disgracieux, mais bien un visage modifié dans le but de le déstructurer, d'en perturber l'harmonie. Notre perception se fait ainsi non plus sur le mode de la rencontre d'un visage possible, mais bien plutôt de la confrontation avec un visage impossible. En 1989, étant enceinte à 40 ans, elle devint préoccupée par les malformations génétiques et commença dès lors à réaliser des portraits par ordinateur à partir d'images prélevées dans des livres de cas médicaux. Ces images de la fin des années 80 sont l'expression des propres peurs de Burson matérialisées en photographie. Comme nous le suggère ici Michael L. Sand, cette série est donc le reflet des peurs de l'artiste. Opérant une hybridation du visage, elle en déstabilise l'harmonie, elle en rompt l'unité, la stabilité et nous donne à voir l'être défiguré, l'autre dans sa différence absolue. Ce faisant, elle nous renvoie à un questionnement profond sur notre acceptation de l'autre, de la différence, nous confrontant à une réflexion sur notre capacité au dépassement de l'insoutenable. La conflagration entre cet espace nu et offert qu'est le visage et le trauma imagé par l'hybridation, c'est l'apparition des éléments d'une contradiction interne qui soumise au regard va déstabiliser les certitudes du spectateur. Il ne s'agit pas alors d'un simple jeu d'images mais bien d'un face-à-face, d'une confrontation mise en place par l'artiste afin de pousser le spectateur à s'interroger au-delà de l'image sur son propre rapport à l'autre, sur sa capacité à le recevoir dans sa différence au-delà de cet écart radical qui semble le séparer définitivement de cet être photographié et présenté devant lui. C'est précisément cette déstabilisation que recherche Burson dans cette série. Tenter de mettre en œuvre et de soumettre au spectateur ses propres peurs, ses propres frayeurs afin de forcer la réflexion sur l'acceptation de cette figure monstrueuse comme autre, comme être, au-delà de l'apparence. Formulation esthétique visant à la confronter elle-même à ses propres angoisses, volonté radicale d'opérer une catharsis par une confrontation avec la matérialisation de ses angoisses.
Comme nous le rappelle Georg Simmel dans son essai de 1901, La signification esthétique du visage, il n'existe aucune autre partie du corps constituant une certaine unité esthétique en soi, qu'une déformation en un point précis puisse aussi facilement, sur le plan esthétique, ruiner en sa totalité. Le travail de Burson nous confronte à cette ruine avec cette série Untitled. Mais une ruine implique toujours des restes, et c'est précisément la persistance de ces restes d'humanité dans ce visage qui nous trouble et nous empêche de le rejeter totalement. Cette déconstruction du visage par l'hybridation numérique et le procédé du composite donne une nouvelle orientation à cette technique de montage, technique qui ne délivre plus une image témoin, une image censée nous indiquer un paradigme mais qui nous livre au contraire à un questionnement. La création n'est alors plus tant la construction d'un visage, du visage paradigmatique, que la construction d'une image imposant l'interrogation en même temps que la déconstruction d'une croyance. Ces deux composites numériques réalisés par Burson dans les années 80 nous entraînent donc vers une remise en question de l'image photographique du visage, une remise en question des capacités de cette image à nous révéler un type, à dépasser le champ de la création photographique pour servir des théories, des idéologies, pour se laisser saisir comme décalque du réel alors qu'elle est et que construction, dont Walter Benjamin, reprenant les paroles de Bertolt Brecht, rappelait la nécessité, dans les dernières pages de sa petite histoire de la photographie en 1931, il faut donc en effet construire quelque chose d'artificiel, quelque chose de fabriqué. Et le composite, s'il s'agissait d'une technique identifiable par son esthétique, lorsqu'il était réalisé à partir de photographies et de procédés de laboratoire, devient avec le traitement informatique que Burson applique, un procédé qui perd son esthétique spécifique pour rejoindre celle de la photographie classique, ne révélant qu'une seule image, ouvrant le champ à des œuvres photographiques aboutissant à une transfiguration du visage. Le travail de lissage, d'effacement de toutes les scories spécifiques du composite argentique que va réaliser Nancy Burson, va ouvrir la voie non pas seulement à ce que l'on appelle le travail de retouche, qui est un travail réalisé à la surface du tirage, mais bien à un travail dans la profondeur de l'image, dans la succession des couches qui la composent. La série Untitled rend visible par cette convulsion interne le montage de couches de visuels, qui sans cette confrontation voulue par l'artiste serait resté de l'ordre de l'imperceptible, tel que nous pouvons l'expérimenter avec les créatures digitales de Cottingham, d'Olleron ou encore de Lorme. Maturité technologique. Le dernier exemple du travail de Nancy Burson sur le composite que nous souhaitons aborder a été réalisé en 1996 et est intitulé A With She. Le trouble qu'instille en nous cette œuvre n'a plus rien à voir avec la répulsion qu'a pu provoquer au premier regard le Polaroid extrait de la série Untitled. Le visage qui nous fait face n'est plus le visage d'androgynie qui était encore nimbé des scories du procédé de montage composite. Nous sommes devant le visage distinct d'une personne qui nous regarde droit dans les yeux, semblant nous convoquer dans une rencontre mais un trouble parcourt l'image. C'est l'impossibilité de saisir la construction opérée qui devient le point d'achoppement dans notre réception de cette image. Les ficelles du trucage ne sont pas visibles mais l'image semble trembler, comme prise dans une tension interne, soumise à des forces antagonistes dont la quiétude du visage, cette surface calme et offerte, ne peut nous protéger. L'harmonie semble théâtralisée tant elle règne sur la totalité de sa surface, et c'est de ces éléments rapportés qui se fondent si parfaitement entre eux que provient le trouble qui nous étreint. Le visage qui nous fait face ici n'est plus le visage repoussant et inenvisageable de la série Untitled, ni ce visage diaphane que Burson nous dévoilait dans Androgynie. Il nous apparaît distinctement, sans perturbation, de manière nette et finalement extrêmement lisse. La corolle spectrale des résidus formés par les portraits agrégés a disparu. Un visage nous apparaît dans une clarté toute photographique. Le portrait recomposé se trouve totalement débarrassé des scories de l'esthétique si typique du procédé ancien de composite, de surimpression d'images. 14 ans ont passé depuis la réalisation des premiers composites numériques, et la technique de traitement de l'image photographique s'est nettement améliorée. Elle permet à Burson de bénéficier d'outils logiciels plus perfectionnés encore que ceux qu'elle utilisait au début des années 80, pour tenter de faire disparaître déjà les détails inutiles de la composition. Les pixels ne sont ici plus perceptibles dans les parties de l'image à forte variation de chrominance,
Les dégradés des formes du visage sont marqués et donnent une apparence extrêmement réaliste au portrait réalisé. Dans l'intervalle, la capacité de calcul des ordinateurs a été augmentée, et il est apparu sur le marché des applications de traitement informatique de l'image, le logiciel Photoshop notamment qui permet depuis sa version 3 apparue en fin d'année 1994 de travailler une image numérisée en utilisant des calques. Ce facteur technique est un facteur essentiel dans l'analyse des images produites à l'ère du numérique, étant donné que le traitement de l'image passe par l'intermédiaire de l'ordinateur, et qu'inévitablement l'augmentation des capacités de calcul influe directement sur les potentialités de réalisation. Les capacités de traitement couplées avec de meilleurs systèmes d'acquisition, donc des images plus détaillées mais aussi plus lourdes en termes de contenu de données, et de meilleures technologies d'impression contribuent grandement à une amélioration très significative des productions photographiques. Nous ne comparerons donc pas tant le résultat brut entre deux composites comme Ewish-Shi et Androgyny, que nous devrons analyser les modifications qu'opère Nancy Burson sur cette image de visage retravaillée, et tenter de saisir le mouvement qui se déploie entre la première figure étudiée et cette dernière sur laquelle nous nous arrêtons ici. De même que nous nous rappelons que Burson a dû attendre presque une dizaine d'années entre 1968 et 1976, avant que la technologie informatique ne rejoigne son imaginaire et les projets qu'elle souhaitait réaliser, nous devons garder à l'esprit que la technologie informatique est un facteur prépondérant dans la production des œuvres. Ce qui se dessinait déjà dans Androgyny et dans la série des Untitled, c'était cette volonté esthétique d'effacer les traces du montage, de la surimpression des portraits afin de confronter le spectateur non plus tant à un procédé technique que de le mettre directement face à un visage semblant avoir été photographié. Burson, à travers ces trois œuvres espacées dans le temps, nous offre un visage se révélant non pas dans la théâtralité d'un dispositif technique connu, et faisant obstacle au jeu sur la croyance en l'image, terrain sur lequel l'artiste veut entraîner le spectateur, mais dans une impression de proximité avec ce visage. Ainsi elle capte le spectateur sans le perturber afin de le mettre face à face avec une différence, un écart qui ne se laisse pas tant saisir qu'il jaillit comme essentiel et insurmontable au moment même de la rencontre. Et c'est justement à partir de cette proximité instaurée par l'artiste, le camouflage du composite en une photographie directe, qu'elle nous touche et nous déstabilise puisque nous n'avons plus aucun repère, plus aucune indication visuelle perceptible de la modification réalisée. Nous ne pouvons que croire en cet autre visage, en ce visage de l'autre qui nous est dévoilé. Et l'utilisation ici du verbe croire nous renvoie au titre du catalogue et au titre de l'exposition de Burson, ayant eu lieu en 2002 à la Goehr Gallery de l'Université de New York, Seeing and Believing, voir et croire. C'est ce rapport entre vision et croyance que problématise l'artiste et notamment la croyance persistante en une apparition, de l'être à la surface du visage photographié qu'elle veut provoquer, interroger et démasquer. L'écart surgit au moment de la rencontre, sans être perturbé par l'intermédiaire technique qui repérait dans l'image en désamorçait le processus interne explosant fixe. Le spectateur reçoit l'image comme au dépourvu, et lui offre alors une attention vulnérable, mais vulnérable à l'ouverture, à la découverte impromptue, à la sensation. Attiré par ce visage, sans savoir qu'il s'agit d'un composite puisque ni l'esthétique ni le titre ne nous le laissent penser, nous nous trouvons face à un visage impassible mais dont la présence et le regard nous convoquent et nous invitent à lui imaginer un passé et peut-être un futur. En tout cas, aucun obstacle ne se trouve plus entre notre saisie de ce visage et le déploiement d'un imaginaire lié au portrait photographique. Cependant, une nouvelle fois mais de manière plus insidieuse, plus indicible encore, un je ne sais quoi dans cette apparence vient nous troubler. Paradoxalement, il semblerait qu'à travers le réalisme de ce visage recomposé, Burson réussisse à nouveau à ouvrir une brèche dans le regard que nous portons sur le visage de l'autre par le biais de l'image photographique. Tout compte fait, le réalisme n'est-il pas une forme majeure, quoique masquée, de mise en doute de l'image du corps ? Et peut-être la plus efficace qui soit, car non proclamatrice a priori. Paul Arden le dit très exactement ici, c'est avançant sous le masque du réalisme que la mise en doute du corps est la plus forte, est la plus frappante, c'est en jouant sur cette proximité puis sur ce détournement insidieux, suggéré de manière très fine, que le choc provoqué par l'œuvre résonne le plus fort et le plus longtemps. Les modifications sont subtiles, les traits du visage finement rendus,
Les éléments épars parfaitement joints pour réaliser cette œuvre est Wischi. Si dans le composite androgynie, la figure générale faisait ressortir des traits plutôt féminins, Burson disant elle-même à propos de ce composite qu'il suffisait de masquer la bouche pour voir devant soi le visage d'une femme, cette œuvre-ci nous offre un visage bien moins lisible, comme reflétant un genre dominant. Le code technique en est moins déchiffrable car ne révélant plus sa présence visuellement mais étant imbriqué au cœur même de l'image, en constituant l'essence même. Les capacités de calcul augmentant, les outils permettant d'opérer des calculs complexes devenant de plus en plus nombreux et performants, la matière photographique numérisée se voit débarrasser peu à peu des résurgences argentiques, que l'on pouvait percevoir par exemple dans Androgynie, acquérant ainsi une autonomie par rapport aux techniques liées aux pratiques photographiques historiques du composite. Les limitations qui apparaissaient encore avec Androgynie sont donc dépassées avec ce composite qui n'offre pas de prise pour saisir le montage réalisé. Seul face à cette image photographique nous en recevons l'écho, cet être qui se présente devant nous, enfanté par une rencontre. Et Wischi ? Ce titre ouvert nous renvoie donc au questionnement de l'origine, questionnement que l'on retrouve dans le Composite Family Combination, 1972, de William Wegman. Et Wischi, c'est un rappel à l'origine mais c'est aussi une interrogation posée sur un devenir. Le devenir est bien évidemment l'ouverture au devenir autre, l'ouverture au dissemblable. Cette image qui, comme tout portrait, peut être amenée à être confrontée à la ressemblance s'ouvre plutôt ici tout d'abord à la dissemblance, à ce qui est devenu autre. La transfiguration s'initie dès le titre de l'œuvre, elle est appelée par ces trois mots et se réalise dans le visage qui nous fait face. Burson joue dans cette œuvre sur l'ambiguïté et l'incertitude, le titre sonne comme une proposition restant en suspens, le visage semble constitué à la fois de traits féminins et de traits masculins sans qu'il nous soit possible de déterminer un genre précis. La recomposition du visage ne souffre d'aucun déséquilibre dans l'intégration des éléments composites, et ne laisse dès lors aucune possibilité au spectateur de se rendre compte de la création du visage qui a été réalisée. Les sourcils semblent très fournis pour une femme, en même temps la bouche et la mâchoire semblent trop fins pour un homme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.